Ouais, c'est plate, Alex. C'est plate. T'étais bon. T'étais bon. Je m'en vais? Mais c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas perdre ta job. Pourquoi? Ben, t'as pas lu dans le journal? L'intelligence artificielle, Ah oui, j'ai vu ça aller, ouais. c'est fini. C'est fini. Tu sais, Martin, c'est un penseur, fait qu'il y a peut-être encore une chance de s'en tirer. Moi, je suis un exécutant. Moi, je suis un cabotin. Je suis pas sûr que la machine est encore capable, mais... Mais là, à date, c'est pas mal ça qu'elle fait, cabotine, la machine. À cabotine? Oui. Mais là, je voulais faire le test, mais je suis trop cabotin ou pas assez brillant. Mais je suis sûr que si j'y demande, elle va m'en faire un résumé du match d'hier. Ouais, mais à Chat GPT, Ben, cette affaire-là. j'y avais demandé. Ouais. Ben, en fait, quelqu'un a écrit. On fait le test? Ouais, a fait le test. Genre, Chat, fais-moi une analyse dans le style d'Alexandre Gascon du match vrai? canadien, je sais pas. Puis il l'avait pas pantoute. Ça marchait pas du tout. C'était du Baudelaire. Faut que ouais, c'est ça. C'était Harmonie du soir de Charles Baudelaire. Ça marche pas. C'est pas, ça parle pas de la game des Hurricanes. Mais non, c'est pas tout à fait au point. Je pense que ça te prend un style peut-être plus sobre. Sujet, verbe, complément très court, là. Chat a peut-être plus de chances d'être capable d'être là-dessus. Non, mais ouais. je tournais ça comme ça pour faire de l'amusement public, parce que c'est vrai que tu as une plume et un style bien à toi, mais blague à part, la machine est capable de faire des résumés de matchs de hockey. La machine est capable de faire pas mal de choses. Mais ça fait longtemps, ça. Oui, mais là, ce que je comprends, c'est que c'est à vitesse grand V, là, les avancées. Enfin, moi, je voulais juste vous avertir. C'est inquiétant. Il y a deux façons de voir ça, c'est ça. J'en parlais avec mon amoureuse. Moi, j'étais guilleret. J'étais comme, wow, tu sais, on va sauver des frais d'avocat. Insouciant. Parce que, apparemment, c'est ça que... C'est ça, peut-être. Les avocats aussi, c'est en péril. Les comptables, la machine pourrait bientôt peut-être les remplacer. Puis je me dis, waouh, on va sauver une tonne d'argent. Mais c'est dangereux aussi. Ce travail-là que les robots peuvent faire, là, de prendre le sommaire du match, faire un résumé très factuel, ça ne se fait plus en journalisme. Le journalisme sportif a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. Puis auparavant, les gars qui étaient sur le beat du Canadien, il fallait des textes de match. Après le match, ils devaient faire un texte qui racontait ce qui s'était passé dans la rencontre. C'est vrai que ça n'existe plus. Le Journal de Montréal le fait encore légèrement. Ce sont les seuls. Mais maintenant, les gens tiennent pour acquis que les gens connaissent le pointage du match de la veille. Ils ont vu les faits saillants. Les grandes lignes, les faits saillants. Les amateurs de hockey ont regardé le match en grande partie. Alors, on essaie d'aller plus loin, d'être dans l'analyse, d'être dans la mise en contexte. Ça te force à réfléchir davantage. Alors, c'est ça. Alors, les robots ont encore besoin de programmation. Écoute-moi bien, le robot! Hold my beer! Il faudrait qu'ils prennent un bon 30 ans là, avant de parfaire tout ça pour que j'aie le temps de faire ma carrière, puis après ça... ça, c'est très généreux de ta part. Je ne pense qu'à moi. C'est très ouvert de ta part. Est-ce que c'est la semaine... Avant que tu passes à autre chose, est-ce que c'est la semaine dernière qu'on parlait de Poutine Dog? Oui, ben oui. Okay. Oui. oui, absolument. C'est nous autres, ça. C'est important d'y revenir. Ouais. Non, parce que d'ailleurs, j'ai un ami qui écoute le balado qui m'a dit coudon, coupable à sa buvette, est-ce qu'il servent des poutine dog? Parce que ça l'intéressait. Hein? Parce que ça l'intéressait. C'était juste par curiosité. Non, il ne serait pas plus venu. Moi, je suis pro poutine dog. Parce que Kevin Lacaire également. OK. Ah, bon, merci Kevin. Qui m'a écrit... petit gars de Rimouski qui m'a écrit après pour me dire qu'il était très fan du balado et en faveur du Poutine Dog. Et là, de spécifier qu'à la cantine de la gare, ceux qui connaissent un peu Rimouski et le bas du fleuve... Quelle belle ville. Oui, vraiment, c'est super agréable d'aller là. À la cantine de la gare, apparemment que ça fait longtemps qu'ils servent le Poutine Dog. Il dit, sur le menu est fort populaire le hot dog géant Poutine, un classique légendaire. Puis tu vois, il m'a pas appris ce qu'était la cantine de la gare. Tu sais, toutes les villes un peu excentrées, là, comme ça, ont généralement leur casse-croûte légendaire, mythique. Je pense à chez Maurras, pour ceux qui sont à Rouyn-Noranda. Il faut le savoir, il faut y aller. Là. Mais si vous y êtes, allez-y. La cantine de la gare à Rimouski, je connaissais parce que j'avais déjà passé... j'étais déjà allé voir un match de la Coupe Memorial en 2009, en fait, entre les Voltigeurs de Drummondville et les Spitfires de Windsor. Et... ça s'était fini à la cantine de la gare, évidemment. Mais je savais pas que... Tu n'avais pas pris le Poutine Dog? Non, certainement pas le Poutine Dog. Je savais pas. Alors, c'était juste une façon de saluer Kevin, qui nous a écrit, qui était bien gentil. Qui a bon goût, autant en termes d'écoute qu'en termes de cantine. Et si vous êtes dans le coin, à Rimouski, faites un détour par la cantine de la gare. Ça vaut la peine.
casse-croûte mythique. J'ai beaucoup aimé ton anecdote là, sur le match Océanique Spitfire. C'était Voltigeur. C'était de la belle tranche de vie. Voltigeur. Ouais, c'est Gabriel Dumont était là. Ouais, c'était en 2009. Les Spitfires avaient Taylor Hall. La Coupe Memorial, ouais. Les Spitfires avaient Taylor Hall, Ryan Ellis jouait là. Je me demande si Kulikov jouait pas pour Drummondville aussi. Ça s'en va direct dans ton autobiographie. C'est du gros stock, hein? Parce que c'est ça, là, oui. Et de mémoire, ça devait être un des matchs de ronde préliminaire. Drummondville avait perdu. C'est du fait du sarcasme. Non, c'est très bon. Je suis sûr que ça intéresse. C'est border anecdote. C'est border, là, comme... Non, mais Ryan Ellis. Oui. J'étais avec mon ami JP, puis je disais, lui, il va jouer dans les prémisse d'une longue carrière. Alors, prends ça, le robot. OK, aujourd'hui, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et ça chauffe pour entrer en série. C'est tellement hockey, épisode 231. Avec le roi de l'anecdote. C'était bon, hein? Journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Parce que moi, je suis déjà allé, à la cantine de la gare. C'est parce qu'il fallait que je prenne le contexte. J'explique le contexte. 2009, Coupe Memorial. Un globe-trotter. Oui, c'est ça, un fin, oui, voilà. Un citoyen du monde, Alexandre Gascon. Le roi à Rimouski. Il est affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, Alexandre Gascon. Allô. Salut. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Ouf, je m'appelle Alexandre Coupal. Découragé? Non, je sais pas si découragé, c'est le bon adjectif. Adjectif? Ouais, je pense pas que c'est... je pense pas découragé. Je pense peut-être un petit peu fatigué. Mais non. On était prêts, on avait des bonnes intentions, puis comme je te dis, c'est... J'ai un minute de début, puis paf, c'est 2-0. Puis là, tu cours après la game un petit peu. Notre exécution n'était pas excellente. Mais on avait des bonnes intentions. Paf, c'est 2-0. Ben, nous autres, on l'est découragé, Martin. Il a cherché longtemps, Martin, à décrire son état. Hein? Je suis pas découragé, mais j'ai hâte de rentrer à la maison. Sérieusement, là. Bon, là, c'est Martin Saint-Louis après la défaite du Canadien mardi contre les Red Wings. C'est long, là. Sérieux, là. Je me rappelle pas l'an passé. Est-ce que c'était les 2 dernières semaines? Est-ce qu'on c'était les 4 derniers mois. Comme ça? Il me semble. Ça a été l'enfer l'an passé aussi. OK, mais j'ai oublié. Parce que je trouve ça dur. La fin de la saison, on avait été distrait, entre guillemets, par les décès coup sur coup de Mike Bossy et Guy Lafleur. Donc, le hockey devenait très secondaire. Puis Carey Price tentait un retour au jeu. Tout le monde, on regardait ça avec attention. On a disputé 4 ou 5 matchs, si ma mémoire m'est fidèle. Il y avait comme des sources de distraction, là, peut-être, là, qui faisaient en sorte que ce n'était pas... Il y avait de l'extra sport. Ça dépassait un peu du simple résultat là, ou de la performance sur la glace. Et puis, c'est ça, je me rappelle très bien que c'est ça, avec le décès de Guy Lafleur, tous les préparatifs pour commémorer le joueur qu'il a été, l'homme qu'il a été surtout, ça prenait beaucoup de place. On était vraiment déjà là-dedans à la fin de la saison. Là. Donc... pour être très cynique, disons que ça avait changé le mal de place. Et il y avait eu l'arrivée de Kent Hughes c'est ça. En février. Lui est arrivé fin janvier, puis Saint-Louis en février. Il y avait eu quand même beaucoup d'actualité, mais là... Parce que c'est Longuet, là. Oui, mais tu sais, la chaîne a débarqué quoi, il y a 10 jours? Ça fait pas longtemps. C'est ça. Mettons le match contre les Flyers. C'est ça. Et on se disait la semaine dernière, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient réussi à maintenir... Ça n'avait pas débarqué avant. C'est ça, qu'ils aient réussi à maintenir ce niveau d'intensité-là aussi longtemps, avec des effectifs réduits, avec... c'est encore l'équipe qui mène dans la Ligue nationale au chapitre des blessures. Là. Mais là, c'est vraiment... La chaîne a vraiment... C'est un groupe qui pédale dans le vide vers la ligne d'arrivée là, pour que ça se termine. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Rassurons-nous, nous serons bientôt délivrés. Quoique mercredi prochain, quand on va enregistrer, il va quand même rester 2 matchs parce qu'il y en a un mercredi soir prochain. Ouais. C'est peut-être... Non, je pense que le timing est bon de discuter de ça là parce que c'est en ce moment que justement que la chaîne est débarquée. Mais... il y a quelques semaines, Martin, dans les notes que tu avais préparées en vue de l'enregistrement, tu écrivais
ça aurait été intéressant de voir ce que cette équipe-là aurait fait si elle avait été juste normalement atteint par les blessures, là, ce qui est une moyenne normale, parce que là, ça fait 2 années qu'on est dans la normalité. Puis tu viens de dire que c'est étonnant que la chaîne n'ait pas débarqué avant. C'est vrai que, c'est ça, si le groupe avait été en santé, est-ce que... Enfin, je ne sais pas s'ils se battraient pour une place en série, mais ils ont montré un aplomb quand même remarquable. Oui, moi, je leur avais prédit 27 victoires cette année en début de saison avec le groupe complet. Et là, ils en ont 28? Non, 30. 30? Bon. C'est pas juste moi qui se trompe dans ces prédictions. Ben, de quelques matchs sur 80. T'avais dit ils ne voient pas comment ils peuvent gagner le tiers de leur match. Oui, c'est ça. Donc, dans ma tête, c'était moins que 27. Et on regarde... on peut parler des Bruins. Tu prêtes le flanc. Non, mais ça, j'aurais aimé voir ce groupe-là au complet durant toute la saison pour voir quel était le vrai état de la situation, parce qu'ils ont été vraiment impressionnants. Un groupe de joueurs de hockey qui décident de se tenir ensemble, de travailler soir après soir dans cette ligue-là, c'est une des choses les plus difficiles à combattre, le manque d'ardeur au fil du long calendrier. Et même en étant amoché, ce groupe-là s'est battu, a laissé la plupart du temps tout ce qu'il y avait à laisser sur la patinoire, alors qu'on s'entend, le niveau de talent était amenuisé beaucoup là, avec les blessures par rapport au groupe original. J'aurais aimé ça juste voir quel était le portrait exact. Mais je pense que malgré ça, les partisans en général sont... Il y a des huées là, au centre Bell. Et c'est parfait comme ça. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas cette idée que les gens se confortent dans le concept de passer le message. On était content de ce qu'on a vu durant la majeure partie de la saison, mais ce qu'on voit là, c'est pas acceptable. Mais c'est ça. J'aurais aimé voir l'état réel des choses parce que avec quelques ajouts supplémentaires la saison prochaine, ce groupe-là pourrait... Non, mais... Enfin, dis-le là, qu'Alex... Pour avoir une saison très, très respectable. C'est ça. Moi, là, depuis qu'on est en vidéo, nos gourous des réseaux sociaux mettent des extraits du balado, puis j'ai souvent l'air un peu d'un genre d'attardé mental. Bon, c'est correct. Mais, ou enfin, qu'il y a des défis. Quelqu'un qui a des défis, je devrais dire. Moi, c'est tout ce que je prétends, c'est ça. C'est que je veux que cette équipe-là soit compétitive. C'est pas obligé de gagner, pas obligé de faire les séries ou de gagner, mais je l'ai dit, je le répète, je veux pas qu'on parle d'échanger Joel Edmondson au mois de septembre en pensant à la date limite des transactions. Ça me tente pas de revivre cette saison-là. T'sais. Il va peut-être être déjà parti. Oui, c'est ça, mais c'est un exemple. Cela dit, bon, les blessures, c'est un sujet qui nous occupe depuis plusieurs semaines maintenant. Elles ont continué de s'accumuler. Les saisons sont terminées. Est-ce que, combiné à ce que tu viens de dire, Martin, le fait qu'il y a vraisemblablement l'instauration d'une culture, ça semble fonctionner. Le fait que le Canadien perd et chute au classement, c'est quand même impressionnant aussi là, les quelques places qu'ils ont perdues et de se rapprocher comme ça du dernier rang, ou enfin d'augmenter les chances de remporter ou enfin d'améliorer son sort à la loterie. Est-ce que c'est pas là comme une parfaite leçon de chutage? Est-ce que le Kent Hughes est en train d'enseigner la parfaite façon de faire chuter son équipe au classement? Parce que on pourrait faire l'argument que c'est un scénario idéal. Non, oui. Il y a d'autres équipes qui sont passées par là avant, là, par le fruit du hasard un peu. Je pense à l'Avalanche, par exemple, quand ils ont repêché Cale Makar au 4e rang. Puis dans ces eaux-là, là, à l'époque, et Bowen Byram et tout. Bowen Byram, je pense que c'était le choix qui avait obtenu des sénateurs. Mais enfin, l'Avalanche, sous Patrick Roy, avait connu une saison vraiment surprenante là, de plus de 50 victoires, alors qu'on ne les attendait pas nécessairement. Ils avaient participé aux séries éliminatoires. On les croyait sur la pente ascendante. Et puis, pour toutes sortes de raisons, l'année suivante, ils s'étaient plantés royalement. Et puis, ça leur avait donné ultimement Cale Makar. Mais c'était pas planifié, c'était pas prévu, c'était pas un sabotage, c'était pas un sabordage interne. Là, donc, puis c'est un exemple, mais il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a quelques exemples d'équipes qui ont vraiment tout fait pour s'aborder. Et puis, à ce jour, ces équipes-là sont toujours... en sont sorties, disons,
je pense qu'on peut tenir pour acquis que les Oilers d'Edmonton en sont finalement sortis, mais ça a pris le meilleur joueur. Non, mais l'année dernière, une demi-finale. Moi, je considère ça comme t'en être sorti. Là. Ça fait 4 ans de suite qu'ils font les séries, je pense. Une demi-finale l'an passé. Ça, pour moi, c'est s'en être sorti. Là. Mais ça a pris le meilleur joueur des 15 dernières années, un des meilleurs joueurs de l'histoire, très certainement. 4 premiers choix au total en tout, donc ça a été très, très long. Les Sabres, cette même année-là, s'étaient sabordés. Ils commencent à émerger. Ouais. Puis il y avait les Maple Leafs de Toronto l'année suivante qui s'étaient sabordés sciemment. Et là, le Shanaplan. Et là, il y a les Blackhawks de Chicago cette année qui sont dans la même logique. Et tu regardes ça, les Hawks, puis tu te dis, oh là là, ça pourrait être très, très long. Ils sont pas sortis de l'auberge. Ils sont pas sortis de l'auberge. Alors, ça, c'est jamais bon. Et puis, peut-être que les circonstances ont favorisé le sort du Canadien, puis qu'à quelque part, Kent Hughes doit en être bien content parce qu'il se dit, bon, ben Martin Saint-Louis est capable de faire jouer ce groupe-là avec ardeur et passion. Ouais. Mais ils n'ont pas été très bons parce que tout le monde a été blessé toute l'année. Ouais. Donc, on est dans une position relativement favorable au repêchage. Tout va bien, Mme la Marquise. Et là, regarde, il reste 2 semaines au calendrier. Tu disais à Kirby, Doc. Hey, Kirby. Mais est-ce que tu peux garder cet état d'éveil-là au sein d'une équipe pendant 3 ans? Non, c'est ça, exact. Non, mais non. Je pense que ça marche 1 an, mais à un moment donné, si les joueurs voient que l'organisation n'aide pas à améliorer l'équipe, qu'il n'y a rien de substantiel qui vient, là, c'est lourd. Là. Ça devient très, très lourd. C'est là que je m'en allais exactement, parce que tu vois l'abattement. Tu voyais l'abattement de Nick Suzuki hier, par exemple. Lui, il va être le capitaine de cette équipe-là pour longtemps. Il n'a certainement pas le goût d'entendre au tournoi de golf l'année prochaine. Nous, ce qu'on veut voir cette année, c'est une amélioration collective. On n'est pas au hockey mineur non plus. Là. On veut que les petits gars s'améliorent. Puis, c'est pas ça. Là. Alors, l'important, c'est de participer. Moi, je pense que ce discours-là et cette philosophie-là arrive à son terme là. Je pense vraiment que tu ne peux pas prolonger cette façon de voir les choses-là et de présenter les choses. Et la même chose pour les partisans, je pense. Exact. On en a parlé sur la parcelle. On voit c'est ça. On voit les gens commencer à protester, mais le discours, on veut... Je pense pas que les partisans de l'équipe collectivement se disent « OK, l'année prochaine, c'est la même chose, ça va être encore... » très, très acceptable. Puis l'année d'après, à un moment donné, les gens veulent voir du progrès. Fait que ça va être... On va entrer dans une période plus... normale. Crunchy un peu. Ouais. C'est comme c'est supposé d'être. La haine de la défaite, ça vaut autant pour les partisans que pour les joueurs. Là, à quelque part, si tu attends ça de tes joueurs, ben, tu peux pas demander aux partisans de l'accepter ad vitam aeternam non plus. On n'est pas à Edmonton ici. Puis là, on a touché rapidement les blessures en disant, bon, il y a eu des blessures, mais tu sais, il y a des bonnes chances que le CH batte son propre record de l'année dernière pour le nombre de matchs ratés par ses joueurs en raison de blessures. Record qu'il a établi et fracassé, en fait, l'an passé. Un record qui datait de presque 20 ans, là, des Kings de Los Angeles. C'était combien, 730? Le Canadien, c'est autour de 730, puis les Kings, c'était genre 630. Oui. Okay. Puis là, il risque de se rendre à 740, 750. On lâche pas. Alors, battre ce record-là 2 années de suite, je m'excuse, là, mais ça ne peut pas tenir qu'au hasard, je pense. Alors, il va vraiment falloir... Mais je disais, Kent Hughes, comment dire, on force pas les joueurs à revenir au jeu. Là. Je veux dire, ça arrange tout le monde. Là, je pense que l'état-major a compris que ça pouvait servir les intérêts de l'équipe. Je pense qu'on commence à sortir des joueurs de l'alignement. Si on était en séries éliminatoires, en demi-finale, les gars joueraient quand même. Oui, exact. Parce que ce record de matchs perdu en raison des blessures, Kent Hughes, il veut. Puis il va tout faire. C'est marqué c'est dans son bureau, c'est marqué, puis il va tout faire pour l'avoir. Les Bruins vont battre notre record de points en une saison, mais celui-là, ils ne toucheront pas. Celui-là, c'est à nous autres. Celui-là est à nous autres. Et c'est peut-être, le fait qu'on retire des gars préventivement, il y a peut-être un lien aussi avec ça. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit là, on a des gars qui jouent à mocher pour aucune raison. Ouais. On va commencer... Ça, on est tous d'accord avec ça. Oui, on est d'accord avec ça, mais il y a peut-être une réflexion organisationnelle qui dit là, on n'arrête pas de battre des records de blessures, on va soigner les gars qui sont blessés, on ne les laissera pas jouer dans des matchs inutiles pour aggraver la situation. Si Kirby Dach a une commotion cérébrale, ce qui est fort probable parce qu'il s'est pété la tête solidement sur la glace, ça ne sert à rien. Là. On dira, il se sent mieux depuis 2 jours, on va le faire jouer, puis là, oups, grosse mise en échec. Non, regarde, prends ça off, là, ta saison est terminée, remets-toi-en bien de ta commotion, puis on repartira ça l'année prochaine.
Bon, Martin, tu disais, avec quelques ajouts l'an prochain, on aura l'occasion amplement de discuter de ça quand la saison sera terminée, mais je regardais ça, il n'y a pas tant de place, là. Il y a trop de talent dans cette équipe-là. Mais on y reviendra. Oui, on a le temps d'y revenir. On y reviendra. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseau questions, question de réseau. Public et questions. Je l'aime, moi, finalement. Simon Kremer est très bon, mais le choriste est affreux. Les back vocals, c'est moins ça. Quand on met le thème long, c'est parce qu'on veut meubler. Ça veut dire qu'on a moins, on a moins de matériel cette semaine. Je parierais pas. Là. Moi, le over-under sur la durée du balado. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la version de notre auditeur. C'est vrai, t'as raison. La semaine prochaine. Qui était très bonne. C'est une demande. C'est ça. Je parle d'essoufflement. Je m'implique beaucoup dans la question du public, mais là, depuis 2-3 semaines, je manque d'inspiration. Tu t'essouffles toi aussi. Je suis essoufflé. Et c'est notre gourou des réseaux sociaux, David Rioux, qui, lui, est jamais en panne, qui proposait la question qu'on vous posait donc sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Je m'attendais pas à une telle réaction, d'abord. Puis, tu sais, je lisais quelques réponses. Je suis une grosse boule d'émotion. Je lisais quelques réponses. J'étais ému. Ouais, c'était une bonne question. Je ne vais pas pleurer, là, mais j'avais quelque chose dans l'œil. Donc, sur le bon, on vous demandait quels sont vos plus beaux... Qu'est-ce que ce logo vous rappelle comme souvenir? Puis, c'était le logo de la soirée du hockey. Alors, quels sont vos souvenirs de la soirée du hockey? Je vous en lis plusieurs, parce qu'il y a vraiment des beaux témoignages. Sur Facebook, José, la routine du samedi soir, le bain, le thème de la soirée du hockey qui donnait le rassemblement en famille. Il y avait les voix de René Lecavalier, Richard Garneau, Lionel Duval, Claude Kenville, Jean Pagé, Pierre Dufault, tous les analystes, dont Gilles Tremblay. Il y avait aussi les entrevues pendant les entractes, les fous rires de Lionel Duval. C'était le bon temps où le Canadien gagnait. Ça revient aussi. Ginette, on écoutait le hockey en famille. C'était le choix de papa. La voix de René Lecavalier revient à ma mémoire. Hélène, et c'est le but, la musique thème de l'émission originale. Les matchs, les grandes vedettes. Les matchs avec Guy Lafleur, Pierre Mondoux, Steve Schott. C'était le bon temps. Marc, les chips qu'on pouvait manger dans le premier entracte. Ça revient, ça aussi, les chips et la liqueur. Luc, j'écoutais la partie du samedi soir avec mon grand-père. J'avais seulement 4 ans. Le Canadien jouait contre Chicago. Jean Béliveau s'était fait couper à la tempe et le sang coulait le long de sa joue, mais il continuait à jouer quand même. Mon grand-père m'a dit que ça, c'était le vrai courage. Puis le lendemain, j'avais réussi à faire du vélo pour la première fois. J'étais couvert de bleu et je saignais, mais j'avais fait repose en paix, grand-papa. Tu sais, les gens, vraiment, là, ce sont des témoignages comme ça, là. Sur Twitter, Alexandre, le bol de chips et le verre de liqueur à tous les samedis avant le match. Jiggy B. Il s'agissait d'un vrai reportage sportif et non d'une infopub déguisée d'un câbleau distributeur. Autre temps, autre mœurs aussi. Il n'y a pas juste le hockey qui s'est corporatisé, merci. Néologisme. Et sur Twitter, un petit dernier. Nico, ma mère et moi, on jouait aux cartes assises par terre à la table du salon avec Chip et Coke. Mon père dans son Lazy Boy avec ses peanuts et son Coke. Beaucoup de liqueur. Le cinéma après, c'était le bon temps, mais vraiment, les gens nous ont raconté. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais eu une enfance ordinaire. Prends ça, pas! Mon père n'était pas fan de hockey, non. Okay. J'ai regardé avec mon grand-père, mais et je me suis aperçu aussi que j'ai pas tant... je sais c'est qui René Lecavalier, là, mais j'ai même Richard Garneau, j'ai pas de souvenirs. À la soirée du hockey, moi j'ai des souvenirs de Richard Garneau aux Olympiques, mais à la soirée du hockey, moins, vraiment moins. C'est beaucoup Claude Kenville. Nous autres, on est les boys. On est la génération Kenville, nous autres. Richard Garneau est devenu descripteur après René Lecavalier. Il faisait les entractes auparavant. Mais je trouve ça fort. Ce que je trouve remarquable là-dedans, c'est à quel point la marque de la soirée du hockey est restée forte, a traversé les époques. Et les gens, en passant, c'est moi qui ai à la maison le grand portrait de René Lecavalier. Ah oui, qu'il y avait dans l'ancienne. Qu'il y avait dans l'ancienne tour. Là. Les 4 gars, là? Oui.
Duval, le cavalier avec Garneau. Avec le bâton de gardien de but. Oui. Parce qu'il fallait vider les locaux dans la tour, puis ça s'en allait aux poubelles. Bien joué. Wow, bien joué, Marc. Alors, on a ça à la maison. Mais ça, je suis impressionné de voir à quel point la marque est forte. Ouais. Et je me suis toujours posé la question, savoir, il y avait une soirée du hockey par semaine, c'était le samedi soir, les gens regardaient le match du Canadien. Et je me demandais si ces descripteurs-là, cette équipe-là avait été surexposée comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les matchs sont à la télévision, si les gens avaient vu match après match après match, année après année, avec toujours la même équipe, si... je me demande si c'est pas un effet à un moment donné où les gens deviennent tellement exposés à une équipe de description qu'ils deviennent très critiques parce qu'ils notent toutes sortes de choses. Mm-hmm. Mais c'est je trouve ça vraiment impressionnant à quel point la marque est restée forte et le respect que les gens ont gardé des décennies plus tard envers... ces grands communicateurs. Nous sommes les héritiers de cette grande Absolument. tradition. Alors, je trouve et c'est une autre démonstration que le journalisme sportif, là, c'est un terreau fertile en talent. Mais si la soirée du hockey existait encore, on travaillerait peut-être là-dessus, Martin. Là. Ben, toi, certainement. Nous autres, ça reste à prouver. Hey, plus que 600 réponses sur Facebook. Je pense que c'est une des questions qui a le mieux fonctionné. Donc, je vais arrêter de me casser la tête. Puis on va de mémoire, Kenville avait pris les rênes parce qu'il faisait la radio avant, puis il avait pris les rênes 90-91. Oui. Dans ces eaux-là. Moi, j'avais 5-6 ans. Donc, c'est ça. Non, moi, j'ai dû être exposé à Richard Garneau, mais je m'en rappelle peu. Mais je me souviens, c'est ça. Moi, c'est Claude. Ça. C'était Claude. Puis quand Claude est parti de la radio, c'est René Potier qui l'a fait jusqu'à la fin des années 90, je pense, la radio. On devrait ramener ça. Ça serait bien. Okay. Ici, en Floride, là, on travaille en équipe. Alors, si tu veux être membre de l'équipe, faut que tu apprennes à respecter les règles du jeu. Don't here in Florida. Une chance qu'on a Raymond Bouchard pour illustrer cette partie des États-Unis quand on veut y aller, parce qu'ils ne se donnent pas beaucoup d'entrevues en français du côté de Sunrise. Les Panthers ont venu et ça va être notre point de départ pour parler de cette... Il y a 2 semaines, on regardait le fil qui départage les dernières équipes repêchées et celles qui sont tout juste en dessous. Puis on se disait, moi, je pense que ça va rester comme ça. Et ça a bougé quand même pas mal, notamment en raison des récents succès des Panthers de la Floride. Pourquoi? Est-ce que c'est la première? Enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans le portrait des séries, là, s'ils l'ont été cette année. Ils ont eu une journée. Ils ont passé une journée dans un poste de laisser-passer avant que les Pingouins reviennent derrière. Sautent par-dessus. Mais êtes-vous surpris de voir qu'ils sont là et que visiblement... je crois comprendre que le restant de leur calendrier, les quelques matchs qui leur restent, seront pas, ça sera pas facile. C'est mal, je pense. Mais ils jouent 3 des 4 à la maison. Ottawa, Washington, Toronto, Caroline. Toronto, Caroline, oui. C'est quand même, quand même 3 costaud. des 4 à la maison. Ouais. Mais j'allais dire, t'as mieux aborder les 2 dernières semaines dans le portrait qu'à l'extérieur. Ouais. Puis Pittsburgh finit contre Columbus. Mais leur dernier match de la saison, Panthers, sera contre les Hurricanes. Mais est-ce que les Hurricanes vont habiller tous leurs bons joueurs pour terminer la saison dans un match qui n'aura pas de signification pour eux? Ça, je trouve, ça crée des situations... le fait qu'il y a des équipes qui ont complètement décroché, là, qui se disent on coule au classement, ou des équipes qui ont tellement eu de succès qui arrivent dans les derniers matchs de la saison, qui se disent on ne veut pas risquer de blessure, je trouve que ça crée un problème d'intégrité pour la Ligue, parce que tu as des équipes qui se battent à la vie, à la mort pour participer aux séries. Puis là, tu vois ton adversaire qui arrive dans des matchs super importants contre une équipe qui a de la difficulté à avancer ou qui n'habille pas ses meilleurs joueurs. Là, c'est plate de rater les séries pour une raison comme ça. On ne voyait pas ça avant, espèce de load management. Là. Ben, il me semble quand ta place est acquise en série, que tu n'as rien à... C'est parce que généralement, tu la décrochais dans les 2-3 derniers matchs de la saison, 2 derniers matchs de la saison. Alors, c'était... Il y a toujours eu des équipes qui étaient... Où tu te battais pour, mettons, la première place de ta division. Mais là, les confrontations en série sont déjà connues et depuis longtemps, ça ne bouge pas. Là. C'est vraiment cet écart-là, je trouve, qui a tué complètement le suspense de fin d'année. Les Bruins, on le sait qu'ils vont finir premier de leur division depuis longtemps. La Caroline,
Ils n'ont pas bougé de la première place de la métropolitaine depuis très, très longtemps aussi. On sait que ça va être Devils Rangers. On sait que ça va être Tampa Toronto depuis le mois de janvier, pratiquement. Alors, il y a comme presque plus de lutte interne. Puis là, la LNH est presque chanceuse d'avoir 3 équipes qui se battent pour 2 postes dans les 2 divisions, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment plus ce que c'était. Là. Ça tue la fin de saison. C'est drôle parce que la NBA vient d'adopter une nouvelle convention collective et ils ont inscrit une nouvelle règle dans la convention collective selon laquelle pour être admissible au trophée de fin d'année, le joueur le plus utile, etc., il faut que les joueurs aient disputé 65 matchs durant la saison. Donc, un genre de 3/4. Justement, parce que là, la question de gestion d'énergie et tout ça, là, il y a des joueurs prédominants qui étaient retirés de matchs ou qui ne jouaient pas. Ils se sont dit, non, on gère. Et là, ils ont fixé quand même. Je trouve ça particulier. C'est un souci, je pense, de respecter les partisans qui paient très cher les billets pour voir jouer les meilleurs joueurs, mais moi, je pense qu'il y a une question d'éthique là, qui se soulève dans ces situations-là. Les Islanders vont terminer leur saison contre le Canadien. Oui, le Canadien a des blessés, mais on sait aussi qu'il y a des joueurs qui pourraient jouer qui sont légèrement blessés, qui s'ils étaient en série dans des matchs à la vie et à la mort, et on sait que le Canadien n'a pas forcé pour avoir la meilleure équipe possible. Fait que c'est plate quand tu arrives dans un match déterminant. Tu dis, si notre adversaire se fait battre, on passe en série, mais tu sais que les dés sont pipés d'avance. C'est particulier. Mais ça fait un peu... C'est un peu aussi les aléas du calendrier, parce que tu pourrais tomber ton dernier match de la saison juste sur une mauvaise équipe qui fait pas exprès. Ça se peut, ça. Non, juste pas faire exprès pour être mauvais. Comme Columbus. Si on retourne juste 3 ans, on va juste 3 ans ou 4 ans en arrière, il y avait une parité exceptionnelle. Ouais. Depuis le lockout de 2004-2005, depuis l'avènement du plafond salarial... le plus restrictif du sport professionnel nord-américain, il y avait une parité, tout le monde pouvait battre tout le monde, et là, depuis 2 ans et demi, c'est la débandade, là. Il y a des équipes qui ne suivent plus. Puis, il faudrait vérifier pour cette année, mais depuis l'instauration de ce format actuel de séries éliminatoires-là, avec les 3 premières divisions, puis les laissés-passer, tout ça, il y a eu au moins à chaque année un roulement de 5 équipes, là. Donc le tiers des équipes qui sortent puis d'autres remplacées là, par 5. Là, vite comme ça, il y en a 2 dans l'Est. Et puis dans l'Ouest, il y a Seattle, puis Winnipeg. Je pense qu'il y en aurait 2 dans l'Ouest aussi. Ça ferait 4. On n'est pas loin, mais quand même, je me souviens pas d'écart aussi, puis on en a déjà parlé cette saison, là, mais aussi majeur entre les pires équipes, les meilleures, puis même au sein du peloton, là, ça se détache tellement il y a des écarts, vite que les portraits sont clairs dès le mois de décembre. C'est vraiment... C'est un problème là, pour la Ligue nationale. C'est un problème. Auparavant, dans les communiqués que la Ligue émet, les bulletins que la Ligue nationale émet à chaque matin durant la saison, on disait souvent... nous sommes à la mi-mars et il y a encore 26 équipes qui aspirent à une place en séries éliminatoires. C'est une parité incroyable. On a plus de ça maintenant. Ces lignes de communication-là sont totalement disparues. On est le 25 mars. Point. Je pense pas qu'on en a déjà parlé, mais il y a quelques mois de ça, c'est pas Connor McDavid ou Sidney Crosby qui s'était un peu plaint du format. Le format, c'était Crosby. Ouais. Puis Gary, dans son magnanime, dans son, comment dire, pas son magnanime, mais son attitude habituelle, avait dit non, c'est parfait comme ça, on aime ça. Mais Alex, tu sembles... Disais-tu que c'était problématique? Est-ce que c'était ça dans ton sous-texte? Il y a 2 choses là-dedans. C'est le gars du Mont-Charge qui est revenu. Ça, c'était un autre... Je pensais qu'il l'avait congédié. C'était un autre outil. Oui. À cause de nous. Mais donc... il y a 2 choses là-dedans. Il y a le problème du tanking, là, du sabordage, qui en est vraiment un, là, puis qu'on voyait... peu ou très sporadiquement auparavant, mais qui là est quand même assez bien planifié. Là. Les reconstructions totales. Là. On voit que la loterie n'est pas si dissuasive. Non, c'est ça. Bizarrement, en fait, parce que les pourcentages ne sont pas si élevés que ça. Mais les reconstructions totales, il y en a. Il y en a plusieurs. L'Arizona, San Jose, les Ducks, Chicago, le Canadien, les Sabres et les Wings et les Sénateurs en émergent à peine. Il y en a beaucoup, là, des reconstructions totales. Donc ça fait partie du problème.
Et puis l'autre, je pense que c'est le format des séries aussi, qui fonctionnait bien pendant une dizaine d'années environ. Ça a plutôt bien marché. Et puis c'est correct. Et puis après, quand il faut que tu t'adaptes, c'est tout. Puis de revenir à 1-8 là, par association, le premier contre le 8e, 2-7, etc. Moi, c'est le format que je privilégierais, là, un peu à l'instar de ce que Crosby disait. Puis aussi pour donner une plus grande valeur à la saison régulière, parce que là, ça fait quelques années, puis c'est pas que je souhaite la Coupe Stanley à Toronto, mais je trouve que pour les parcours qui ont réussi en saison, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est 82 matchs, c'est long, c'est un parcours du combattant. Là. Sortir avec 108, 110 points là, dans une saison, c'est un parcours du combattant. Puis là, ta récompense, c'est d'affronter le double champion en titre de la Coupe Stanley qui a aussi plus de 100 points parce que vous êtes 2 et 3 dans votre division. Ça enlève un peu de justice, je trouve, à ce que vous avez réussi. Puis si on est à 1-8, on se retrouve dans un format qui serait un petit peu plus favorable. Puis là, ils affronteraient les Rangers. Ça serait pas tant mieux. Ça a été fait, ces changements-là, simplement pour plaire aux télédiffuseurs, pour avoir des séries de premier tour avec des rivalités plus régionales et pour avoir des matchs dans les mêmes fuseaux horaires. Mais ça n'a pas tant marché, les rivalités régionales. On a eu un Montréal-Toronto en pleine pandémie. Il y a eu 2 fois la bataille de la Floride récemment, mais ça a été l'année de la pandémie puis l'an passé. Mais avant ça s'était jamais produit. Il y a eu Edmonton-Calgary finalement l'an dernier. Ça faisait 30 ans que c'était pas arrivé. Mais ce sont des matchs dans les mêmes fuseaux horaires. Et c'est surtout un problème avec l'Ouest. Là. Les équipes de la Californie ont des chances de s'affronter l'une l'autre. Les équipes de la Côte-Ouest. Les équipes de New York aussi qui vont s'affronter cette année. Et c'est ça. Mais il faut le dire, là, moi, j'ai connu l'époque je me rappelle de l'époque où c'était 1-16. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Seriez-vous partant pour un 1-16? Mais là, ça n'aurait pas de bon sens. Il y aurait des équipes qui traverseraient le continent pour aller jouer des séries avec des décalages horaires importants et tout ça. C'est ça. Mais ça a simplement été fait pour plaire aux télédiffuseurs. Ça n'a aucun bon sens du point de vue des amateurs. Et c'est comme si tu arrivais à Roland-Garros ou à Wimbledon et que tu plaçais carrément ça. Tu plaçais Nadal contre Federer. Tu enlèves les têtes de série. Là. Au premier tour. Au premier tour, au deuxième tour, ça n'a aucun bon sens. Tu te bats pendant 82 matchs pour avoir la meilleure place, la meilleure position possible pour les séries. Puis tu commences un adversaire tu as une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley, puis tu affrontes une autre équipe qui aspire à la Coupe Stanley. C'est complètement ridicule. Bien, on méritera, je pense. On devrait habiliter. Et on aurait peut-être dû en parler avant. C'est de ma faute. Je prends le blâme. Mais tu sais, ça serait pas si pire. Le pire, c'est que dans ce contexte-là, si on prenait ce format 1-16 cette année, Toronto affronterait le Lightning. c'est quand même un peu spécial. Donc, c'est servi au même, finalement. Ça pour dire que servi au même. Non, mais tu sais, je pense que ce serait plus juste. Il y aurait une meilleure forme de justice là-dedans. Puis rien n'est parfait. C'est ça. Rien n'est parfait, mais tu essaies de tendre vers. OK. Et moi, j'aimerais ça qu'on revienne à un format 1-8. Vite, je vous repose la même question que je vous ai posée il y a quelques semaines, parce que là, le portrait a changé. Je vous demandais, est-ce que ça va rester comme ça? Alors là, le portrait a changé. Est-ce que ça va rester comme ça ou ça va rechanger? Tu sais, je pense aux Pingouins. Là, les Pingouins sont à l'extérieur. J'ai de la misère à miser contre les Pingouins. Alors, le jeu doit rester un jeu. Ouais. Puis j'aime pas tant la Floride, là. Non, puis c'est le choix du Canadien. C'est le choix du Canadien. Alors, on va dire que les Pingouins vont réussir à doubler les Panthers. Ça me réconforte. Mais tu sais, on regarde, c'est une question de momentum. Quand on arrive dans le dernier droit comme ça, et les Pingouins, le momentum est vraiment pas... c'est le contraire. Ils ont remporté 4 de leurs 12 derniers matchs. Là. Ils n'ont pas collé 2 victoires de suite depuis le 12 mars. Alors que tu regardes les Panthers, 4 victoires... 4 victoires de suite. Ils ont le vent dans le dos. Ouais. Et ils ont, malgré l'absence de leurs 2 premiers gardiens, ce qui est quand même... C'était peut-être ça le problème. Exceptionnel. C'est ça. Alors, je pense que les Pingouins, ça va... Ça regarde mal. Puis dans l'Ouest, ça devrait rester comme ça. Puis honnêtement, ça serait un scandale que Calgary dépasse Winnipeg. Là. Mais là, c'est le match de la mort ce soir. Oui. C'est les Jets contre les Flames. C'est la dernière chance des Flames. Là. Ce sera notre premier match de saveur éliminatoire de la saison. Winnipeg a 43 victoires, puis les Flames en ont 36.
ce serait vraiment scandaleux que Calgary réussisse à les dépasser à cause de ce qu'on appelle les loser points, là. Les points amassés en tir de barrage puis en prolongation. Là, écoutez, 36 victoires, là, les Flames en 78 matchs, là, tu ne mérites pas de participer aux séries éliminatoires. Là. Ils en ont gagné 36, ils en ont perdu 42 au total. Là. Alors, moi, je serais un peu scandalisé s'ils réussissaient à doubler les Jets. Ça m'étonnerait parce que Winnipeg a 2 points de plus et un match en main. Mais si Calgary les bat à la régulière ce soir, même nombre de points, un match de plus de jouer, oui. Les mathématiques sont en faveur de Winnipeg, mais il y a encore une possibilité pour les Flames s'ils gagnent ce soir. Et je pense à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ont vu le match et qui savent, eux, qu'est-ce qu'il y en est de cette situation. Je lève mon chapeau d'avoir toutes les étapes qu'il a passées, puis d'arriver à jouer le nombre de games. Je pense qu'il a joué 1500 matchs qu'il a arbitré, parce qu'on l'a célébré il n'y a pas longtemps, je pense. Puis d'avoir cette expérience-là, d'avoir la longévité qu'il a eue, la carrière qu'il a eue. Puis c'est fun parce que c'est quelqu'un que je me souviens à 16 ans qui m'arbitrait. Fait que le monde de hockey, c'est un petit moment. OK, avant d'emballer, on se fait un petit segment hommage. Il y avait d'abord Marc Joannette qui a arbitré son dernier match, plus de 1500. Oui. Est-ce que ça se peut? Oui. Ou pas 1500 plus piles. de 1500. Plus de 1500. Oui, ça avait été souligné son 1500e au Centre Bell. T'as raison, j'ai comme un bref, j'ai un genre de flashback. Donc, ça se passait aussi au Centre Bell mardi soir. Marc Joannette qui arbitrait un dernier match en carrière. C'est remarquable, n'empêche, d'atteindre un plateau comme celui-là. Puis toi, est-ce qu'il t'a... Parce que Martin Saint-Louis racontait qu'il l'a arbitré quand il avait 16 ans, quand il était midget. Toi, Alex, pas joué midget 3, est-ce que Joannette t'a arbitré quand tu jouais dans le hockey mineur? Pas à ma connaissance. Ça ne marcherait pas de toute façon, d'un point de vue temporel. Mais toi, Martin, tu as eu quelques échanges avec lui. Marc Joannette, il y a ça doit faire 10-12 ans maintenant. J'avais travaillé sur une série documentaire qui s'appelait Au nom du sport. Et dans cette série-là, chaque épisode était consacré à un métier dans le monde du sport. Et dans l'épisode des arbitres, on avait obtenu la permission de la Ligue nationale de suivre Marc Joannette durant une journée de match, de faire une longue entrevue avec lui sur le métier. Alors donc, on avait pu donner un micro à Marc Joannette, le suivre pendant un match canadien, et pendant les entractes, on allait dans le vestiaire des officiels, puis on regardait ce qui se disait entre les périodes, puis comment ça se passait dans le vestiaire. C'est des choses que tu peux répéter. Oui, mais écoute, ça m'avait surpris à quel point c'était très, très détendu et calme entre les périodes. Là, les officiels se concentraient, pas de télévision pour voir les reprises des jeux ou les commentaires, ce que les commentateurs faisaient comme analyse et tout ça. Et c'était vraiment très... c'était comme si c'était des joueurs. Là, il y avait vraiment une préparation qui se faisait. Ils ont un tout petit vestiaire au Centre Bell là, qui est quand même assez confortable et tout ça. C'est pas comme un vestiaire d'équipe de hockey. C'est ça, donc j'avais pu écouter Marc Joannette travailler durant toute la rencontre. J'avais les écouteurs, j'étais branché sur lui, puis c'était drôle parce que je pense que c'était Jacques Martin qui était l'entraîneur du Canadien à l'époque, puis là, il engueulait Jacques en français au banc, puis il parlait en anglais, mais quand les changements tardaient à se faire, là, c'était... Hey, sacrement, là, ouais. Tu sais, et puis il leur parlait. Il leur parlait comme ça. Mais et c'est un gars, fondamentalement, c'est un gars qui considérait que sa fonction sur la patinoire, c'est d'assurer la sécurité des joueurs. Un gars qui a commencé, un gars de Verdun qui a grimpé les échelons du hockey mineur, qui a été très bon, un des bons arbitres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l'époque du Titan de Laval et tout ça, où ça jouait très, très... La maison de la douleur. Oui, House of Pain. Et il est arrivé un épisode épouvantable dans les rangs juniors à Marc Joannette. Il est arrivé à un moment donné devant le banc des pénalités à Laval, au Colisée de Laval, pour signifier des pénalités aux joueurs du Titan. Il y avait un groupe de spectateurs qui étaient assis derrière le banc des pénalités, qui s'étaient tous levés en bloc et qui avaient lancé des œufs à l'arbitre. Wow, c'était épouvantable. Et
Et donc, c'est ça, il a connu... ça forge... Je pense qu'à un moment donné, même, il est parti, je ne sais pas si c'est de Victoriaville, là, mais il avait quitté la ville, je ne sais pas si c'est sous escorte policière, mais il fallait qu'il fasse attention en quittant la ville. Donc, il a connu une époque assez rock'n'roll dans le hockey junior, mais ça a été un arbitre de la Ligue nationale qui a fait déjà la finale de la Coupe Stanley, etc. Donc, une grande carrière de durer aussi longtemps dans cette fonction-là. C'est difficile. Et on a de bons officiels québécois dans la Ligue nationale. Et je trouve ça. J'ai aimé hier. J'étais content de voir qu'il y a des spectateurs qui sont restés dans les gradins au Centre Bell pour voir jusqu'à ce que les officiels quittent pour pouvoir donner une main d'applaudissement pour souligner ça. J'ai trouvé que je trouvais que les gens avaient énormément de classe. Jusqu'au bout de ce match-là, c'était en soi... C'est ça. C'était quelque chose. Et on s'entend, les joueurs avaient quitté, les joueurs ont tous été lui serrer la main, mais quand les 4 officiels étaient seuls sur la patinoire, les gens ont donné une bonne main d'applaudissement. Alors, chapeau à ceux qui ont fait ça. J'ai trouvé que c'était moyen d'un esprit sportif remarquable. Oui, on est capable d'avoir de la classe des fois. Hué Zdeno Chara, mais féliciter, ce qui est très bien, mais féliciter Marie-Joannette. D'ailleurs, je vais prendre une note parce qu'on projette de peut-être faire des entrevues pendant que vous serez en vacances. Ça serait un bon candidat, Martin, penses-tu? Oui, absolument. Ouais. Ça, je dois lui parler aujourd'hui. Tu me le bookeras. On est dans un segment hommage parce qu'un autre... Roche un autre qui perdure. Un autre, non, j'essaie de traduire milestone, j'ai de la difficulté. Oh là là. Une autre roche millénaire. C'est mauvais. Ouais. C'était quoi mon néologisme tantôt? Corporatisé. Ça, c'était bon. L'autre hommage, c'est Christopher Le Temps, qui n'aura pas joué son 1000e match en carrière dans l'uniforme du Canadien. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil. Il voulait absolument venir l'été dernier. Ça, mais ça marchait pas. C'est un concours de circonstances. Mais là aussi, c'est pas banal. Il l'a joué là où il voulait le jouer. Oui, puis avec la même équipe aussi. C'est ce qui revêt d'un caractère particulier. Avec les garçons avec qui il voulait le jouer. Et puis, non, mais c'est impressionnant, honnêtement. C'est un gars qui pensait pas se rendre à 1000 matchs lui-même, il le disait, ou en tout cas qui en doutait sincèrement, qui a passé à travers 2 AVC, 2 caillots sanguins, qui a eu des problèmes de santé récent, cette année. Ouais. Il y a eu des problèmes de santé majeurs. Son père est décédé cette année aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'embûches. Combien de fois a-t-il été échangé dans les rumeurs de transactions des Penguins de Pittsburgh par les journalistes locaux là-bas? C'est fou, là, Jamais on aurait pu croire que 17 ans plus tard, il serait toujours là. Ouais, le fameux trio serait encore ensemble, les 3 amigos, avec Malkin et Crosby. Alors, c'était beau de voir ça. Il était ému. On verra peut-être plus ça, 3 gars qui vont passer leur carrière ensemble, dans les mêmes couleurs, qui tiennent, visiblement. Il y avait un peu quelque chose du pacte l'année dernière, quand Malkin et Le Temps ont décidé de revenir, appuyés par Crosby, qui était allé voir l'organisation, les dirigeants, pour leur dire, écoutez, on veut continuer ensemble et tout. Alors, et qui tentent de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une 17e saison de suite. C'est le trio qui a duré le plus longtemps ensemble dans une équipe, là, toute époque confondue. Ouais. Toute époque confondue? Oui, dans l'histoire de la Ligue nationale, il n'y a jamais 3 joueurs qui ont joué. Dans l'histoire du sport nord-américain, je pense. Nord-américain professionnel nord-américain. Ils ont dépassé, je pense, cette saison, le trio des Yankees... Mariano Rivera, Derek Jeter et le receveur. Moi, je la connais la réponse, mais je la garde pour moi. Franchement, Martin. Moi, je sais c'est qui, mais je vous le dis pas. En tout cas, dans la LNH, assurément, et ça a l'air dans tout le sport professionnel. Ça a l'air. Dans tout le sport professionnel nord-américain. Alors, c'est extrêmement impressionnant. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à interagir avec Christopher Le Temps. C'est un chic type, toujours disponible. Quand il y avait des rumeurs de transactions il y a quelques étés, il n'a pas hésité quand je l'ai appelé à en discuter, à en jaser. Puis il parle franchement et tout. Je me rappelle d'une belle discussion que j'avais eue avec lui sur vers où la Ligue nationale s'en va maintenant, le rajeunissement. Je me rappelle de ça. Tout ça, c'était très agréable. Il avait vraiment livré le fond de sa pensée. Qui vieillissait. C'était Jorge Posada qui allait recevoir. Oui, c'est ça. Avec Rivera et Derek Jeter. Exact. Et Rod n'était pas resté aussi longtemps. Là. Mais non. Non. Il l'aimait pas. Il était moins apprécié. Ouais. Et oui, c'est ça. Alors, quelques discussions vraiment fort éclairantes avec lui, toujours généreux, toujours très sympathique. Alors, je n'ai que des bons mots pour lui. Bien content, belle carrière. Et s'il n'avait pas été aussi souvent blessé, honnêtement,
c'est à se demander quels auraient été ses chiffres. Là, il ne prend pas sa retraite. Non. Il contrat de quoi, il reste encore 5 autres années. 6 ans? Les 3 des Pingouins vont être admis au Panthéon du hockey. Dès qu'ils vont sortir. Christopher Le Temps, depuis son entrée dans la Ligue nationale, 3e défenseur derrière Brent Burns et Erik Karlsson pour le nombre de points, 686. Brent Burns est moins 10 en carrière. Erik Karlsson est moins 92. Le Temps est plus 88. Il y a 3 Coupes Stanley. Il a été le... Mais attends, tu dis, il y a combien de points? Il a dépassé les 700 points. Fait que il doit te manquer une saison. Peut-être. Il manque pas de Coupe Stanley. J'ai 1001 matchs ici. Ah non, 686, t'as raison. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Puis tu disais, imagine s'il n'avait pas été blessé. C'est ça. Il aurait atteint le plateau des 1000 matchs. Oui, et c'est le défenseur le plus prolifique de points. l'histoire des Pingouins depuis longtemps. Là. Il avait dépassé, je ne sais plus si c'était Larry Murphy ou Paul Coffey ou peu importe, là, mais qui n'ont évidemment pas fait toute leur carrière là, mais quand même. Donc oui, ça va directement au terme de la renommée. Puis c'est pour ça aussi que je leur souhaite leur last hurrah à la gang des Pingouins. Là. Tu leur souhaites quoi? Un dernier hurrah. Ah, OK. Comme on dit. Last hurrah? Hurrah. Ça paraît parti pour ça cette année, mais... Mais là, ils sont à un point. Regarde. Pas nécessairement une Coupe Stanley, mais je veux dire, encore d'être des séries, puis de se battre, puis d'être encore présent. Ce qui est fascinant dans le cas de Le Temps, c'est sa passion aussi. Je me souviens au début de sa carrière, il racontait qu'il n'y avait pas une journée dans l'année où il ne maniait pas des rondelles ou des balles avec son bâton parce qu'il ne voulait pas perdre ses mains. Il ne voulait pas... garder le contact. C'est quand même... c'est quand même, tu sais... Ceci explique cela aussi. Là. Oui. Les joueurs exceptionnels sont ceux qui travaillent le plus fort, qui sont les plus perfectionnistes. Dédiés. Puis il est bon dans l'annonce de voiture là, qu'on voit à TV. Le voit. Bon, c'est ça qui est ça. Hey, juste un petit mot, parce que, on enregistre mercredi. C'est ce soir, Alex, que ton reportage sur... c'est quoi le sujet au juste? Non, mais je sais, mais... Wow! Wow! C'est sur les joueurs, les publicités de joueurs de hockey. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'on a parlé, on a fait un crochet là-dessus la semaine passée pour dire à quel point toute la politique de la LNH là, pour... c'est sur la poutine dog, ça. Toute la politique de la LNH là, sur les soirées inclusives, là, ça commençait à virer. Le Canadien tient la sienne jeudi soir. C'est ça, le Canadien tient la sienne demain, c'est ça, jeudi soir. Je vais parle, puis je vais répéter ce que tu dis. Je l'anime, le balado. Vas-y, anime ça. Contre les Capiteux de Washington. Puis oui, effectivement, donc un reportage au Téléjournal 22h ce soir sur tout ce qui s'est passé. On reprend un peu la série de péripéties et ou de controverses là, qui a animé la tenue de ces soirées thématiques à travers la Ligue depuis le début de la saison, en répétant un peu ce qui s'est passé, puis en essayant d'aller un peu plus loin aussi. Tu sais, je jasais avec un prof de géopolitique qui, justement, parlait de cette fameuse, en Russie, la fameuse loi russe derrière laquelle, et ce sont ces mots, là, plusieurs athlètes se réfugient. Dans certains cas, peut-être pour cacher leur homophobie. Moi, je ne peux pas franchir ce pas, mais lui le faisait en disant que cette loi, jusqu'à date, est très peu contraignante. Il n'y a aucune occurrence de pénalité pour des Russes à l'extérieur du pays. Et même sur place, ce sont des amendes qui peuvent être assez salées, par contre. Là. Je pense que ça peut aller comme de 1 000 à 20 000 $ en argent américain. Mais au-delà de ça, c'est à peu près tout. Alors, quand on parle de crainte pour la sécurité des familles, comme l'a fait Lyubushkin, comme l'a fait également un autre Russe Ilya Samsonov avec les Leafs, en tout cas, bref, c'est peut-être une façon de se cacher, disait-il. Et je parlais aussi avec la directrice générale du Gris Montréal, qui est un organisme associé avec le Canadien en partenariat pour sa soirée, qui récolte les revenus des ventes aux enchères des chandails et tout ça. Donc, qui parle quand même de la pertinence de ça, de l'importance de ça, malgré les controverses, parce que Bettman a dit récemment sur les ondes de CTV, quand il était de passage à Ottawa, qu'ils allaient reconsidérer tout ça. Ils allaient regarder ça cet été en laissant entendre que ça le sous-texte était « est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer parce que c'est devenu une distraction plus que d'autres choses ». La dame en question disait j'aurais envie de dire une distraction de quoi? Le sport n'en est-il pas une en soi? Puis d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, c'était assez intéressant. Bref, il y a un reportage. Alors, non, mais je veux qu'on en parle parce que c'est ça. C'est gentil. Puis, ça va diffuser ce soir. Donc, c'est à surveiller. Est-ce que Denis Gourianov va faire des siennes?
Je sais que... En même temps, il y a plein de joueurs russes qui l'ont porté. Là. Je veux dire, c'est pas... c'est ça, ça va rapport. Je sais que l'organisation du Canadien et les têtes dirigeantes du Canadien se sont assurés que... Il n'y aurait pas de dissension. Avant d'aller de l'avant, je pense qu'ils se sont assurés que tout le monde était sur la même longueur d'onde. C'est très bien, ça. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Un penseur. Et c'est pas demain qu'une machine va te remplacer. Puis on peut te lire, t'entendre et te voir sur toutes nos plateformes. Une machine, non, mais un autre journaliste, oui. Un autre humain, sûrement. Un autre humain. Merci infiniment. Et Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires de la LNH et du Canadien, expert de l'anecdote et de la tranche de vie. Pour combien de temps encore, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Si la soirée du hockey existait encore, tu travaillerais peut-être. Ben, je pourrais raconter mes anecdotes des Spitfires de Windsor en 2009. Ça serait bon, à la Ligue du Vieux Poil. Un grand merci. Ça a été un plaisir. Puis un gros merci à Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Accrochez-vous, là. On va en venir à bout. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.